Salut à tous, petit avertissement, il s'agit là de la seconde partie d'un podcast réalisé avec Meven. La première partie se passe sur sa chaîne, le lien est en description, et là vous avez affaire à la seconde partie, donc bien sûr je vous conseille de découvrir la première, je rappelle le lien est en description, avant de découvrir celle-ci. Bonne écoute les amis. Et je pense même que ça va dépendre de, tu vas me donner ton avis, mais de la nationalité, je trouve pas le mot que je veux, mais de chacun. Nous en France, on a cette façon de penser, les Espagnols auront une autre, j'imagine que les Indiens, pardon, les Hindous, ils en ont une autre, les Américains, j'en sais rien, tout ce que tu veux, les Asiatiques, ils ont peut-être déjà ils ont pas la même façon d'appréhender le quotidien, ils ont Bien leur sûr. façon de penser, leur culture. Donc je sais pas, c'est vraiment riche quoi. Bah de toute façon il y a des, enfin je veux dire c'est un truc qu'empiriquement tu peux ressentir quand tu fais des tours par exemple à des Français ou à des Américains par exemple prendre des. Ils sont chiants les Français. Et voilà. les Français sont focus sur le secret et sur une potentielle explication, ce qui fait c'est peut-être le côté très cartésien qu'on a tendance à attribuer aux Français. À cause de René. Voilà, à cause de René, voilà. Faites ça, ramenez ça quand vous êtes en presta, dites je vais faire un tour avec des cartes et sortez médiation métaphysique. Ah ouais. J'ai fait ça 2-3 fois, c'est nul, mais ça me fait rire. C'est super nul. Et pour le coup, avec des Américains, il y a une suspension d'un consenti d'incrédulité qui est beaucoup plus forte, qui fait que Il lâche prise quoi. ouais, il lâche complètement prise et ouais le secret. Et je pense qu'ils sont conscients qu'il y a un truc, mais qu'ils en font complètement abstraction le temps du truc. C'est-à-dire que c'est comme au cinéma quand tu rentres dans une salle obscure. Tu suspends ton jugement volontairement en en disant je sais que si, je sais pas, je vois le Seigneur des Anneaux, l'univers qu'on va me proposer maintenant, dans ce temps-là, je vais l'accepter, même si les règles de cet univers ne sont pas en adéquation avec moi, ne sont pas cohérentes avec mon propre univers. Si par contre, il faut que ce soit vraisemblable à l'intérieur, il faut que ce soit semblable au vrai, il faut que si grossièrement ce qui était dans le film existait, la logique interne fonctionnait. Ouais. Et je pense que c'est pareil en magie, c'est un tour, voilà, faut créer une vraisemblance à l'intérieur. Ce que je disais derrière le bouquin de Joseph B pour le coup, et qui explique très bien ce truc-là en disant qu'il cherche pas à ce que ce soit, il cherche pas une logique totale et absolue dans ce truc. Il y a une logique interne au récit qu'il va poser, même si lui est assez contre le récit d'ailleurs dans la magie. Ouais. Mais il y a une logique interne qu'on va imposer, mais il n'y a pas besoin que ce soit dans une logique absolue. Il n'y a pas besoin de mimétiser les gestes du spectateur, de réfléchir tout le temps à comment le spectateur ferait s'il faisait comme moi. Non, la magie a son propre langage, sa propre grammaire, donc c'est comme ça que là, je suis parti très loin et j'ai oublié ce que j'étais en train de dire avant. Avant quoi. Ah oui, les Américains et les Français, voilà. Culture, voilà, culturellement, oui, je pense qu'il y a effectivement une... Ah oui, juste sur ce que tu disais, là, je suis d'accord. Bon, tu as déjà dû l'entendre, on fait de la magie depuis longtemps, mais ça arrive des fois que les spectateurs disent... ça arrive que le spectateur me dit j'aime bien voir comment un magicien tient ses cartes. Ouais. Mais ça revient à ce que tu disais, c'est que nous on s'en rend plus trop compte parce qu'aujourd'hui c'est naturel pour nous de prendre le jeu de cartes, de présenter les cartes, tout ce que tu veux. Mais on a une façon d'être et de présenter les choses. Alors pas tout le monde, ça dépend du personnage de chacun, mais on a quand même cette... Tu penses à Étienne du 29 aussi. Non, je pensais à mon pote Marcovi là. Lui, il a une façon de donner des cartes. C'est extraordinaire. Voilà, c'est extraordinaire. Mais nous, en général, les magiciens, on a quand même des codes, des manières de tenir les choses. Ne serait-ce que faire un Hemsley. Enfin, c'est pas du tout un truc. Quand tu demandes à quelqu'un de compter des cartes, il va pas du tout comme un Hemsley. Et pourtant, ça fait donc presque 2 siècles maintenant qu'on fait ça, et ça gêne personne, quoi. Ça fait de la magie toujours. Donc je suis d'accord avec ce que dit Joseph. Mais c'est bien aussi d'essayer de trouver les mouvements vrais, de s'en rapprocher le plus possible quand même. Enfin, je trouve, moi j'aime bien essayer de trouver les mouvements vrais, d'essayer que ça colle le mieux possible à ma façon d'être. Mais c'est vrai qu'on est quand même beaucoup biaisé, quoi. Enfin, personne tient un jeu comme on fait. Mais ce que tu veux dire, c'est qu'il faut que la manière dont tu vas tenir, faut que ce soit oui, c'est vrai. Faut que ce soit en adéquation avec toi. C'est-à-dire, pas forcément en adéquation avec le mouvement du public, mais que ce soit vrai par rapport à toi. Je suis d'accord, voilà. Ah oui, voilà, d'accord. Oui, du coup, ça rejoint ce que tu disais. Ce que disait D'Ortiz quand il disait que lui, il cherche pas notamment c'est la technique qui s'adapte à lui et pas l'inverse. Mais oui, mais je pense que c'est tout ce qu'on est en train de dire, ces petits trucs-là, en fait, qui sont pas des secrets concrets en disant voilà, faut faire une levée double. En fait, ce sont des secrets, ce qu'elle a posé en fait. On pourrait presque dire que c'est des secrets comportementaux finalement. Ouais. On est vraiment dans le comportement. Ça se sent, ouais, quand... Et c'est d'ailleurs quand on voit un magicien nous faire un tour, des fois le public il te demande mais est-ce que tu sais comment lui il a fait? Et tu dis bah oui, je sais comment il a fait. Mais pourtant on a vu la même chose.
Fondamentalement, si le saut de coupe il est bien fait, on a vu la même chose, on n'a rien vu. Mais nous, magiciens, de par le comportement du magicien, sa manière de tenir les cartes, de tourner, de faire la chose, on sait qu'il a fait un saut de coupe. Voilà. On sait qu'il a fait cette technique, on sait qu'il a fait ça. Et finalement, ça nous révèle le secret, alors que le secret, on l'a pas vu. Ça se trouve, c'est pas le saut de coupe qu'on pense qu'il a fait, mais on sait qu'il a fait ça. Voilà. Donc, comme tu disais, finalement, c'est entre guillemets quand même une façon de révéler quelque chose, notre comportement, notre façon d'être. De toute façon, une façon d'être de magicien. Oui. Quand on fait choisir une carte, on est magicien. Mais non, mais c'est ça, mais je suis d'accord. Personne fait ça. Enfin, personne fait choisir une carte pour la perdre, pour la retrouver. C'est ridicule. Oui. C'est pour ça que heureusement qu'il y a la suspension continue d'incrédulité qui fait qu'un spectateur va accepter pendant 3 minutes que tu fasses un truc complètement con qui est de... Complètement. Mais je me rappelle dans des faits que t'avais trouvé, et j'étais parti de ça, j'avais trouvé une idée là-dessus. Ah oui, le fait de pas perdre des cartes, mais qu'on retrouve quand même. Et je crois que c'était une super bonne idée où t'avais pris cette analogie, me semble, dans ton texte, qui était de dire personne ne perd ses clés de bagnole pour les retrouver. Ça n'a aucun sens. Voilà. Moi, que tu veux perdre un peu de temps volontairement le matin, tu fais chérie, j'ai mis où mes clés? Ah, c'est bon, je sais, je les ai mis il y a 2 minutes. Ouais, donc personne fait ça. Mais ça revient finalement, je repense à ce que tu disais là tout à l'heure sur la triche. Les gens disent ils aiment bien la démonstration de triche à tour, et ça m'arrive régulièrement d'expliquer aux gens quand je fais de la démonstration de triche. Alors ils te disent oui, donc vous allez nous montrer comment vous trichez. Et je leur explique oui, mais ça n'a rien à voir avec la magie. Et les gens ont du mal à comprendre que, et ce que je comprends totalement, c'est normal, ils sont pas dans le milieu, mais ils ont du mal à saisir l'idée que une démonstration de triche n'utilise pas du tout les mêmes techniques qu'une démonstration de magie. Parce que comme tu viens de le dire il y a quelques instants, la magie met en scène. En magie, on fait choisir une carte, et on va faire quelque chose, un comportement, un texte, ce que tu veux, qui fait qu'on va faire de la magie. En triche, non. En triche, t'es censé mélanger un jeu, distribuer, point barre. T'es censé, en faisant ça, tricher de 10 000 manières différentes. Ouais. Donc t'as que un comportement en triche, enfin, je grossis le trait pour que les gens comprennent, un comportement en triche qui est, c'est comme ça qu'on fait, c'est le mouvement vrai, et il faut que je triche. En magie, il n'y a pas vraiment de mouvement vrai, par rapport à ce qu'on disait avant, parce que on va adapter, on va mettre en scène, on va faire quelque chose qui fait que on peut intégrer cette technique dans un ensemble, et c'est de la mise en scène. Enfin, faire remonter une carte sur le dessus d'un jeu, c'est une ambitieuse en magie, c'est super, et quand tu expliques aux gens que ça, ce que t'as fait là, ça sert strictement à rien en triche, ils te comprennent pas, c'est normal. Parce qu'ils comprennent pas que, rien que le fait de faire remonter une carte sur le dessus d'un jeu, c'est une mise en scène. On a mis en scène le fait de perdre la carte, chose qu'on fait rarement en triche, je perds une carte choisie, et on la fait rarement remonter sur le dessus. Pourtant les gens quand ils disent ça, c'est génial, tu fais remonter les cartes que tu veux sur le dessus du jeu, c'est top, en triche tu peux remonter la canne flush. Ben non, parce que la remontée de cartes c'est une mise en scène. En triche, il n'y a pas le choix, il faut faire autrement. On peut le faire, mais c'est pas... Du coup on en revient à... On a un peu dérivé sur le sujet, je crois, mais... Non mais ça revient vraiment... On est plus trop sur le secret là, aussi. En même temps, si t'as quand même cette idée, le statut du secret dans le cadre de la magie et de la tricherie, parce qu'il est intéressant de faire la différence entre les deux, parce qu'il y a, on peut revenir à cette idée-là que, comme tu disais pour l'ambitieuse par exemple, le but du secret en magie, je pense, c'est de créer quelque chose qui est propre à l'art. L'art, ça n'a aucun but en tant que tel, si ce n'est faire de l'art, et je pense que faire remonter une carte en magie, on va l'accepter parce qu'il n'y a pas quelque chose de pragmatique derrière. C'est juste, comme tu as dit, c'est de la mise en scène, c'est du récit, c'est une narration. Alors qu'en tricherie, le but c'est de tricher, de pas se faire gauler, donc effectivement d'aller vers le mouvement vrai pour ne pas être repéré par les autres. Et le but derrière est un but pragmatique qui est de gagner, pourquoi pas gagner de l'argent. Donc le secret a deux statuts différents. L'un est dans on va dire l'optique de l'art, de produire quelque chose, de produire une émotion, de produire un récit, de raconter quelque chose, et de l'autre côté c'est purement pragmatique, et c'est pour ça que je pense que oui, effectivement les deux métiers sont les mêmes. Et finalement révéler des secrets de tricheurs, est-ce que éthiquement parlant c'est pas plus acceptable du coup finalement, parce que là oui, pour le coup tricher c'est arnaquer des gens, voler des gens, alors moi je suis pas pour, évidemment, parce que voilà, parce qu'on est magicien. Ouais, bien sûr. Même si c'est pas la même technique, ça ferait un peu chier quand même qu'on avait toute l'immensité de techniques de triche qu'il y a derrière. Mais finalement, éthiquement parlant, qu'est-ce que t'en penses? Il faut, comme tu viens de le dire, il y a deux types de secrets différents finalement. Il y a celui qui est au service de l'entertainment, quoi. Ouais. Il y a celui qui est au service de la personne ou de ses confrères, enfin de ses personnes, de ses complices, quoi, pour voler des gens, quoi. Donc au final. C'est vrai, il y a quand même quelques secrets qui se chevauchent entre triche et magie, donc c'est une question difficile. J'aime bien ce que tu as fait là, de séparer le secret de triche et le secret de... Parce qu'on va prendre un exemple simple d'une technique commune, la Danse Ronde par exemple,
c'est quelque chose qu'on peut autant utiliser en magie qu'en tricherie, mais le but est totalement différent. Ah, oui. Une noseconde permet, je sais pas, en magie, ça peut te permettre de transformer une carte, on va prendre ça, sans parler de change forcément, pour donner l'effet magique pur, ça permet de transformer une carte, on va prendre ça simplement. En tricherie, le but n'est pas ça, c'est de se distribuer les cartes qu'on souhaite distribuer. Donc le but est complètement... Mais il y a le même secret à la base. Mais alors du coup, je te repose la question que tu m'as posée tout à l'heure. Est-ce que le fait de révéler dans cette technique... Et on pourrait peut-être faire ça finalement. Si on prenait donc les techniques, les secrets de triche, les secrets de magie. Donc le triche, éthiquement parlant, ça se discutait beaucoup, ce serait plus acceptable, mais comme on vient de le dire, comme tu viens de le dire, il y a des techniques quand même qui sont utilisées des deux côtés. Ce qui n'est pas le cas pour tout, évidemment, il y a des techniques de triche qui sont inutilisables en magie, et inversement, mais des deux côtés. Donc, partant du principe que ça existe, on pourrait dire que ce sont presque des techniques dites essentielles, comme tu disais tout à l'heure, et alors le fait de révéler, c'est ma question, ce genre de secret essentiel, comme tu parlais tout à l'heure, est-ce que selon toi, ça serait nuisible pour la magie? On pourrait prendre l'exemple de la Dalle en second, mais imagine, tu te révèles la Dalle en second à la Terre entière, est-ce que c'est nuisible à la magie? Et là, on est que sur les cartes, encore une fois, parce que nous, on est cartomanes, on peut bien préciser ça aux auditeurs, mais on parle pas de la magie des pièces, des cordes, de tout ce que vous voulez. Très peu de mentalisme, juste fait des vraies analogies. Mais alors, alors si je te pose la question, si on révèle les secrets, donc maintenant, essentiel, comme on vient de dire, je définis arbitrairement essentiel comme une technique qui est entre triche et magie, partagée, est-ce que ça serait nuisible à notre art, qui est la cartomagie? Je vais répondre non. On va penser qu'on est partisans du débinage. On va ouvrir une chaîne alors, on va tout débiner. On va appeler ça magie gratuite 2. Pro, ouais, c'est mieux. Le pro va rajouter un petit truc. Ouais, on va finir en procès avec les conneries. Donc, non, je pense que non en fait, mais je pense que non aussi, ouais. Puis de toute façon, en triche, ceux qui surveillent les tricheurs, ils connaissent toutes ces techniques-là. Oui. Mais les tricheurs, ça c'est ce qu'on disait tout à l'heure, t'as la mesure. Donc ceux qui connaissent, le fait de connaître c'est la contre-mesure, de surveiller, mais les tricheurs ils ont des contre-mesures, donc ils ont trouvé mieux. Mais alors nous les magiciens c'est pareil, on pourra faire pareil, la même chose, on trouvera autre chose. Hein. Et puis après t'as la tricherie, alors je sais pas si on appelle ça toujours de la tricherie non plus, mais t'as la tricherie de spectacle entre guillemets, où vraiment il y a des démonstrations de tricherie qui n'ont pas pour vocation à voler de l'argent, mais qui peuvent avoir un côté déjà démonstration parce que j'aime bien, c'est esthétiquement intéressant. Et puis ça peut pourquoi pas. Mais c'est toujours ce que j'ai pensé aussi, que c'est que quand tu vois par exemple, quand je vois Jean-Jacques Sanvert par exemple, fantastique. Il y a quelque chose de je trouve fondamentalement pédagogique en fait derrière, qui est dire attention, quand vous êtes en soirée avec des gens, et telle posture, tel truc, faites attention. Après je sais pas du tout si c'est la volonté par exemple de Jean-Jacques Sanvert, je prends celui-ci comme exemple, mais... Non, je sais pas du tout, j'ai aucune idée. Si Jean-Jacques nous écoute, il nous dira peut-être. Voilà, parce que ce serait très intéressant. Mais déjà s'il arrive à tenir jusqu'ici, c'est fort. Oui, ça fait presque 50 minutes, donc oui. Parce que finalement... Sur les 50 minutes, tout ce qu'on dit, c'est allez-y, donnez des secrets. Voilà. Parce que nous, on est un peu à court, là, on sait plus. Voilà. Non, on remet quand même le chose. Hein. C'est de la magie, elle est basée sur le secret, ça c'est évident. L'objet de la discussion, c'était de voir entre nous, là, si révéler un secret ou deux, évidemment, révéler tous les secrets au grand public. Bon, déjà, ça fait beaucoup de choses à assimiler, mais révéler tous les secrets au grand public du jour au lendemain, forcément, ça va tuer la magie. Bien sûr. C'est évident. Mais il y aura quand même des gens qui sont là pour se renouveler, trouver autre chose, encore une fois. Mais ça serait dur pour la communauté. Mais l'objet du podcast, c'était juste d'échanger, de voir si ça ferait du mal, d'ouvrir les débats, parce que c'est un gros débat quand même, le débinage sur YouTube, sur les réseaux depuis... T'as parlé de magie gratuite, on a entendu parler de lui il y a 10 ans. Oui. Attention, il détruit la magie, tout ça, il monte des trucs, j'ai jamais eu de problème. Puis moi j'ai vu, honnêtement, dans ce qu'il révélait, il n'y avait pas grand chose d'excessivement dangereux en fait en tant que tel, c'est-à-dire que et souvent c'était mal fait, et donc le fait que ce soit mal fait que quand le spectateur, il y avait une sorte de dissonance cognitive qui se fait quand le spectateur voyait un tour, c'était pas fait de la même manière, donc mais finalement on en revient à ce qu'on dit tout au début, c'est-à-dire que celui qui veut apprendre un secret, tu lui dis pas, et il va aller voir son magie gratuite, il va apprendre un truc, mais il va mal l'apprendre, et 2, il va pas voir le potentiel de ce qu'il y a autour, et le jour où il verra cette technique, il va pas la reconnaître, parce qu'elle sera mal faite, mal apprise. Alors que de lui dire, si, il existe tel support, tel DVD, avec telle personne qui travaille très bien, c'est bien expliqué, ou va voir tel... C'est beaucoup mieux que de laisser des gens... celui qui veut savoir, il va savoir, quoi. Bien sûr. Il y a pas... Nous, on en est la preuve,
tous les magiciens en ont la preuve. Enfin, on a voulu savoir à un moment donné. Bien sûr. Et on veut encore savoir aujourd'hui. Enfin, et on est là, et il n'y a pas de problème. Voilà. Bon. Mais c'est vrai que si tout le monde devient magicien, tiens, je vais te poser une question là. Parce que c'est vrai que depuis quelques années, la magie, elle est vraiment médiatisée. Avec Insta, ce genre de choses aussi. Avec beaucoup de ouais, Instagram, il y a 10 000 émissions à la télévision. Un peu moins, hein, mais il y a que 2-3 ans, là, avant le Covid, là, c'était une cata. Il y avait partout, il y a des magiciens. Alors, j'adore la magie, hein, mais je trouve que trop la médiatiser, c'est la rendre trop quotidienne, trop... il y a plus ce côté magique, finalement, tu vas au cinéma tous les jours, bon. Et ça amène quand même les gens, du coup, à vouloir savoir comment faire. Enfin, je pense que c'est pas très bon pour le secret de voir trop de magie non plus. Je sais pas ce que t'en penses. Je vais être beaucoup plus général. En fait, je pense que c'est pas très bon pour l'art en général que l'art soit. Mais je pense la même chose pour le cinéma. Deviennent trop quotidiens. Je pense que c'est le problème des plateformes, par exemple, parfois. Ouais. Le lieu artistique du cinéma, de l'œuvre cinématographique du film, c'est plutôt le cinéma. C'est là qu'on y va vraiment pour, je veux dire, contempler au sens artistique du terme. Tu peux le faire chez toi évidemment aussi, mais je pense que la profusion de fait qu'au bout d'un moment tu consommes plus que t'es dans la contemplation artistique. Je pense que c'est la même chose pour la musique, c'est la même chose pour... Et je pense que pour la magie, il y a aussi ce problème-là aussi, c'est-à-dire que à trop ouvrir les vannes, tu perds la rareté, ce qui est précieux dans la magie, ce qui fait que effectivement on la consomme au bout d'un moment plus que... Ce qui est pas une mauvaise chose, je dis, moi j'appareille de consommer des séries, entre guillemets, de consommer des films. Il y a du bien, hein. Mais ça a fait... Là, attention, hein, donc tous les deux on est amateurs. Toi, tu fais un peu plus de magie de manière professionnelle que moi, mais je veux dire, c'est que ces émissions-là, moi, elles m'ont gonflé parce que j'en voyais trop tous les jours, à la télévision ou autre, ou les actualités, ça. Mais il y a un côté positif, comme tu disais, il faut bien qu'il y ait du positif. Ça a fait, je trouve pas le bon mot là, mais ça a fait fonctionner, je trouve pas le mot, vous allez comprendre, des confrères. C'est-à-dire que ça a ouvert, les gens voient la télévision des magiciens, ah bah oui, moi aussi je vois magicien à mon mariage. Donc ça a fait vraiment une profusion d'événements pour les confrères qui en vivent, qui sont et c'est très bien. Et ça c'est très bien aussi, ça c'est super. Et au contraire, on voit bien que il faut bien aussi quand même un peu de magie dans la vie de tous les jours, quoi. Mais je vais rebondir sur un petit truc comme ça qui me vient par rapport à ça. Est-ce que tu trouves, alors on est toujours quand même dans la question du secret parce que c'est quand même une représentation à la télévision par exemple. Est-ce que tu trouves par exemple qu'à la télévision, même si là ça a effectivement un peu ralenti, tu trouves que la magie est bien représentée au sens qualitatif du terme? Parce qu'elle elle a été bien représentée en termes quantitatifs, mais est-ce que qualitativement, je pense à des émissions comme l'émission d'Arthur par exemple, qui avait fait grand bruit à l'époque. Aujourd'hui il y a encore Antonio qui est un... Alors, Antonio, lui, c'est très bien, un très bon magicien. Donc oui, là, en termes de qualité, oui. Puis avant, il y a eu Bernard Willis, il y a eu du Sylvain Mirouf, il y a eu du... Donc ouais, je pense qu'il y a eu des bons. Après, il y a des... Qu'est-ce que t'entends en termes de qualité? Ça va dépendre de chacun, je pense. Oui, mais c'est vrai que c'est de l'art aussi. Moi, j'étais beaucoup moins fan de Kamel le magicien, par exemple. Oui. Bon, voilà. D'autres ont beaucoup aimé, son spectacle est très bien apparemment, donc je suis personne pour juger. Mais est-ce que c'est bien représenté? Je sais pas dire. Même j'entends pas tant par rapport aux magiciens qui interviennent que la manière dont la télévision le traite, par exemple. Ah non, là je trouve moins bien. Ouais. On est beaucoup moins bon en France que les Espagnols, par exemple, ou les Anglais. Il y avait non, la magie est pas bien mise. On est en retard en France quand même, surtout ce qui est close-up, salon, scène. Enfin, c'est pas top ça. Je suis pas d'accord. Je sais pas ce que t'en penses, toi. Moi, je trouve. On est toujours d'accord. C'est le premier épisode. C'est pas bon, on philosophe, mais on est pas mal. On va vous trouver des trucs où on n'est pas d'accord. Moi, je suis très clivant, évidemment. trouver des sujets là où on va. Non, mais c'est normal. C'est un sujet très général pour vous présenter le concept. Donc le secret, c'est vaste. Il y a beaucoup de choses à dire. Oui. Et puis s'il y a des gens qui veulent venir s'inviter avec nous pour discuter sur des choses. Ah mais bien sûr aussi. C'est vrai que ça, on peut aussi inviter. Et puis peut-être même des non-magiciens, parce que ça se trouve, ils auraient des réflexions, parce que nous, on a toujours le nez dans le guidon, finalement. Et eux, ils ont peut-être des choses à dire que nous, peut-être qu'ils vont nous dire, hein, moi, je veux surtout pas connaître le truc. Ou alors, moi, j'ai déjà rencontré des spectateurs qui m'ont dit, nous, on cherche le truc, quand on trouve le truc, on trouve ça magique. Voilà, c'est chacun... Tu l'as dit tout à l'heure, que s'il y avait un truc, ça serait fort. Mais des gens, et c'est vrai que nous, magiciens, on sait des fois que... Moi, je sais, des fois, ça me démange, de dire le truc, parce que tu te dis, c'est tellement balèze, le truc, tu te dis, putain, mais il faut vraiment que les gens, ils se connaissent ce truc. Et tu te dis pas, évidemment, tu le révèles pas, parce que sinon ça... Il y a même un truc d'esthétique, là-dedans, c'est que moi, je trouve que, il y a certains secrets, tu peux dire, au-delà de dire que c'est balèze, c'est parce que c'est fort, c'est bien agencé, bien pensé, je pense que parfois, il y a quelque chose de beau aussi dans le secret stacket. Oui, complètement. Moi, j'aime bien, c'est un truc, alors, je sais pas pourquoi, c'est un truc que j'ai, c'est un kiff particulier que j'ai.
Moi, j'aime bien les beaux C'est tout montages, public, les hein, beaux ouais. montages. Oui. Ok, non, fais gaffe. Ouais, oh, je mettrais que c'est pas pour que tu cliques sur YouTube en fait. Je t'ai coupé. Ouais. Ah, pas du tout. Il y a quelque chose de, moi j'aime bien les beaux montages. Par exemple, j'aime bien qu'un montage, je ressens quelque chose de presque esthétique. Quand tu dis beau montage, qu'est-ce que tu entends par beau montage? Quand il y a un jeu qui est bien monté, pour prendre la carte magie, où t'as l'impression qu'un montage, en fait, tout file, tout est harmonieux, tout est harmonisé, et qui fait que ton montage fait que tout s'imbrique parfaitement. Dans la construction du tout? Dans une construction, par exemple. Et moi, je trouve que moi, j'adore faire des sets en magie. Moi, c'est un truc que j'aime beaucoup, prendre des trucs perso. Qu'est-ce que t'appelles un set pour voilà, où j'imbrique plusieurs routines, soit personnelles, soit d'auteurs, que j'aime bien agencer ensemble, essayer de me démerder pour que mon jeu puisse intégrer, si possible, pas mal de trucs différents. Quand bien il faut introduire des cartes spéciales, des choses comme ça dedans, mais que je puisse m'en débarrasser aussi. Et j'adore faire ce truc-là. Et je trouve qu'il y a quelque chose de très esthétique dans l'émotion que tu portes. Et là, ah putain, tout fonctionne bien. C'est comme si, magiquement, voilà, il y avait quelque chose qui faisait que tout s'harmonise et tout fonctionne bien. Et c'est un truc, et il y a quelque chose d'esthétique dans le secret, je pense. Une question, alors, est-ce que le public, selon toi, ressent Par contre, voilà, c'est ça, cette rondeur que nous, on peut voir dans ce que tu offres là? Est-ce que toi, t'es content du set, tu vois que c'est bien rond, bien lisse, bien beau, et est-ce que le public le ressent? C'est la question. En fait, le public devrait le ressentir tout le temps, y compris quand c'est parfois un peu rentré parce qu'il faut le faire, il devrait sentir que c'est toujours rond. Je pense que c'est pas la même, c'est une question de point de vue. Si, ouais, je pense que t'as raison. Ah, je sais pas, c'est une émotion très personnelle, hein, mais. Bon, là, on dérive un peu du sujet, mais après, le public, je pense qu'ils aiment bien aussi voir. Et du coup, là, on rentre plus dans la démonstration, mais je veux dire le raté et le rebondissement. Oui, ça, oui. Bon, ce qui c'est fait exprès, c'est normal que ça soit rond, mais des fois, tu te rates en tant que magicien. Un danseur qui rate un mouvement ou ce que tu veux, bon bah, on adore voir que finalement il s'est relevé, il a fait mieux, quoi. Ouais. Donc c'est pas rond, c'est triangle, parce que ça merde à un moment donné quand même. Mais est-ce que ça plaît moins? Non, je sais pas. Mais je suis d'accord avec toi. Tu t'es pas censé présenter un truc où c'est triangle partout, quoi. T'es censé faire comme mais après, tu peux donner l'illusion du triangle aussi, qui fait que effectivement. Et c'est vrai que le spectateur aime. Il aime bien qu'on rate. Oui, mais non, mais c'est ce qui fait que c'est ce qui fait qu'on est humain aussi. Oui, bah complètement. Voilà. Aussi, mais c'est ce que je leur dis d'ailleurs. Et que n'importe qui peut le faire. Je suis humain. Mais voilà, c'est ça. Ça m'arrive de rater, c'est comme ça. Et on est humain, c'est pas, oui, ma phrase c'était, c'est ce qui fait qu'on a l'impression qu'on est humain, on est humain. Ah bon? Ah oui, pardon, oui. Mais non, c'est sûr que si on fait que du triangle, ben, à force, on va révéler des secrets, quoi. Oui, bien sûr. Sans le vouloir. Et ça, c'est le pire, peut-être. Oui. Révéler des secrets sans le vouloir. Ça, c'est pas bien, ça. Enfin, c'est nous qui avons mal bossé, finalement. Oui, monsieur. Voilà. Ou, ouais, si, j'ai envie de dire. Mais d'ailleurs, je vais rebondir là-dessus, alors, je sais pas si ce sera l'ultime question, si on a d'autres choses à dire après, mais c'est peut-être une question un peu, qui fait un peu conclusif quand même, par rapport à ce qu'on a dit jusqu'à maintenant. Est-ce que ça t'est déjà arrivé, alors c'est très très empirique, est-ce que ça t'est déjà arrivé de tomber sur quelqu'un qui, alors je pense à que ça arrivait, mais comment t'as géré la situation de te trouver face à quelqu'un qui avait vu un secret, ou qui pensait avoir vu en tout cas? Ah ouais, ça, et comment tu interagis par rapport à ça, quand quelqu'un semble avoir saisir le secret, ou pense l'avoir saisi? Ouais. Ça arrive souvent, moi je trouve que ça arrive plus souvent que les gens pensent avoir vu quelque chose. Oui. Et du coup ils sont attachés à ce qu'ils ont vu, et ils savent pas ce que c'est, mais ils sont persuadés d'avoir vu un truc, même s'il y a rien. Peut-être qu'il y a quelque chose, je cherche pas à dire qu'ils ont tort ou raison. Peut-être qu'il y avait vraiment quelque chose, peut-être qu'il y avait rien, mais ils s'attachent à ça. Et le public, il s'en fout de savoir exactement comment ça fait. Le public, lui, il sait, il dit, ah, bah, je t'ai vu glisser la carte, là. Mais il sait pas comment, il sait pas pourquoi j'ai fait ça, il sait pas où je l'ai amené, il comprend pas pourquoi je glisse la carte pour faire tel effet. Lui, il s'en fout. Il a vu la carte glisser. C'est tout ce qui l'intéresse. Je sais pas si t'es d'accord avec moi. C'est agaçant, oui et non. Moi, peu importe, ça dépend de la personne, si l'assistante. Et c'est vrai que si la personne, elle a cru voir quelque chose, à une époque, on m'a toujours dit qu'il faut pas rentrer dans la confrontation avec le public, donc on évite. Des fois que je faisais pour essayer. Mais en règle générale, maintenant j'ai pris le pli de le dire ouvertement, de dire si tu as vu quelque chose, bah, ne dis rien pour les autres. J'arrête à servir, je dis bah, dis rien pour les autres. Laisse-les apprécier. Et après, bah, si tu veux venir voir, bah, on en discute, si tu veux, bon, voilà. Mais tu l'inclus dans le mécanisme secret, pour que ça le... Eh ben, je l'inclus oui et non, parce que soit, s'il dit qu'il a vu un truc, je sais pas ce qu'il a vu, et peut-être qu'il a rien vu, et il a juste inventé. Donc je dis, bah, ne dis rien de plus, laisse les autres apprécier. Et s'il veut en savoir plus, bah, s'il veut vérifier sa théorie, c'est ça que j'entends par savoir plus, on peut en parler après. Et je dis pas que je lui montre le truc.
Oui, Si par exemple il me dit, tiens, je sais que tu sais faire une levée d'eau. Bon, bah du coup je vais lui refaire le même effet, parce qu'il m'a vu faire une levée d'eau. Donc je vais lui faire le même effet qu'il a vu juste avant. Donc il m'a vu faire une levée d'eau. Là il dit, ah, je t'ai vu, je dis, ah, laisse les autres apprécier, on verra après. Et du coup il vient me voir après, il fait, ah, d'ailleurs t'as fait ça. Je dis, bah attends, je te refais le même tour, avec ce que tu penses avoir vu, et finalement non. Ça c'est une manière de faire. Par contre, si je vois qu'il est vraiment intéressé, bon, bah, peut-être qu'on peut discuter d'autres choses. Ça se trouve, il est peut-être magicien, peut-être des notions, on peut l'aiguiller. Voilà. Mais non, je vais pas lui révéler le truc. C'est-à-dire que s'il me dit oui, j'ai vu tel truc, et derrière, on vient discuter, je vais lui dire oui, t'avais raison, j'ai fait ça comme ça, non, j'essaie de lui montrer qu'il avait tort, pour son bien, on va dire, entre guillemets, quoi. Ouais. Sauf s'il veut vraiment ça. Et toi, tu fais comment, toi? Comment tu gères ce genre de spectateur, là? Mais c'est un peu le même genre de réaction que je vais avoir. C'est-à-dire qu'effectivement, je vais alors, effectivement, il y a plusieurs possibilités, mais tu peux jamais savoir vraiment ce que t'es pas dans leur tête. Soit ils inventent, soit effectivement, il peut arriver que, moi je sais quand ça peut arriver qu'il y a un angle à la con, qui soit là où il faut pas, vraiment, et alors généralement en fait, je me rends compte que ceux qui vraiment potentiellement ont vu quelque chose, ou alors qui connaissent un peu, parce que ça arrive parfois aussi que ils viennent nous voir à la fin et dire, ah bah tiens, pour revenir à YouTube, j'ai vu sur internet, ou en tout cas ça me dit quelque chose, ou par exemple j'ai appris de quelqu'un, enfin voilà, j'ai un mec qui a pas 30 ans qui me voit me dire, bah je connais un magicien, j'ai suivi 2-3 petits trucs avec lui, puis il m'a appris ce tour-là, parce que je veux dire, quand tu fais les mélanges du monde, par exemple, de manière récurrente, les gens ils connaissent. Ouais, les gens connaissent quand même un petit peu, en tout cas ceux qui s'intéressent un petit peu à la magie en tout cas, donc moi j'aime bien, voilà, quand c'est comme ça, et que je le sens, je les mets un peu dans cette confidence, en disant effectivement, notre connivence, bah voilà, tu gardes pour toi, c'est entre nous, de toute façon. Après, effectivement, t'as le spectateur qui joue l'ambiguïté et qui fait juste pour faire chier. Et généralement, c'est lui sur lequel, en table à table, je vais faire comme ça. C'est sur lui sur qui je vais focus tout un moment. Et je vais essayer d'aller crescendo et lui mettre des trucs un peu plus, les taquer un peu plus. Et généralement, c'est ce mec-là qui devient ton meilleur pote à la fin de la soirée, en fait. Donc, moi, j'aime bien, en fait, le mettre dans la poche quand je dis ça. C'est pas un affrontement, en fait. Je vais plutôt le valoriser pour qu'il, ah, t'as compris? Ah bah, tiens, je vais te montrer un autre truc et on va partir avec lui. Et pourquoi pas essayer j'aime bien aller sur des tours que lui va faire, en fait, ou qu'il a l'impression de faire, le valoriser comme ça, parce que souvent quand ils font ça, je pense qu'ils le font parce que ils se mettent en conflit avec toi, parce que je sais pas, t'interviens à la table et c'est la grande gueule de la table. Et donc plutôt que le valoriser, lui dire bah non, mais finalement tiens, tu sais faire, ah bah tiens, on va faire un truc ensemble, est-ce que tu peux le faire? Et tu le valorises comme ça. Et à la fin, ça m'est arrivé 2-3 fois où le mec vient de voir à la fin, il dit excusez-moi tout à l'heure, j'ai voulu vous emmerder, j'étais un peu chiant, hein. C'est exactement ça. Bah oui, t'as été un peu chiant, mais après tu leur dis bah j'en croise plein comme ça et c'est pas assez humain, c'est des réactions diverses et variées par rapport à ça. Ça arrive, on les maîtrise, hein, c'est comme ça. Oui. Mais nous on est là pour finalement sauver le secret. Oui, c'est ça. Il y a 10 personnes, t'en as un, il dit ah j'ai vu, hop, tu l'arrêtes, tu dis laisse les autres apprécier, tu sauves le secret pour les autres. Et après, si elle est vraiment intéressée ou était vraiment là pour t'embêter, bah on voit, ou même pendant l'instant, comme tu dis, on inclut, enfin on s'adapte, on a des outils magiques pour nous, magiciens. Mais c'est vrai que l'objectif premier, c'est encore une fois, peut-être terminer là-dessus, finalement, de sauver le secret pour le public au maximum. Et que peut-être révéler le secret, c'est ce qu'on disait au début, c'est une manière de le sauver d'une certaine façon, en tout cas, sans le... Peut-être qu'ils seront d'accord avec nous, les gars, de l'autre côté du micro. Peut-être qu'ils seront très très excités dans les commentaires. Et qu'on va se manger une vague de haters. C'est possible, ça. Connard, on réveille pas le secret, on peut mettre des salauds. On peut mettre de pouces rouges maintenant sur YouTube. Non, on peut plus. C'est bon. C'est bon, vous pouvez mettre des pouces rouges à fond, on les voit pas de toute façon. Surtout que ça sera une nouvelle vidéo une demi-vidéo du coup sur ma chaîne, là, parce que j'ai rien mis sur ma chaîne depuis presque 2 ans. Donc ça sera l'occasion de débattre sur le sujet avec les magicos, quoi. Ben oui, ce serait, et comme tu disais, même avec les non-magicos, parce que finalement parlant de secrets, on n'a pas révélé beaucoup de secrets, vous avez vu, pour le coup, on utilise des termes techniques, mais qui peuvent parler à certains et pas forcément à d'autres. Donc, bon, on n'a pas eu de tours qui sont venus dans la conversation, mais bon, la prochaine fois, après on a discuté de 2-3 trucs, on essaiera peut-être d'inclure un tour audio, comme vous dites, pour le prochain. J'y pense, ça peut être une bonne idée, si on va essayer de faire comme 5-6 épisodes pour la saison, je pense, et puis peut-être que faudra peut-être faire un espèce de petit vote, ça peut être pas mal, sur celui qu'ils ont préféré, sur les 5-6, et on se ferait un épisode bonus avec 2-3 invités supplémentaires, des gens qui ont débattu dans les commentaires, ou qui veulent se joindre à nous, et comme ça on enrichirait on n'est que 2, on était plus ou moins d'accord, si on avait, je sais pas, des gens comme Bernard, Bébel, ou Vivier, autres, et nous, bon, ça c'est pas l'idée, hein, ça... L'idée c'est pas d'inviter des grandes têtes de la magie, mais c'est pour donner une idée. Et ils seraient peut-être complètement pas d'accord avec nous, on serait peut-être déjà même morts, pendus, séquestrés, tout Dieu. Mais ça peut être sympa. Bon, dites-nous ce que les gens en pensent. Bien sûr. Mais c'est vrai qu'on peut,
c'est juste une petite parenthèse, mais d'un point de vue pragmatique, on pourrait très bien penser, s'il y en a qui veulent interagir, parce que c'est vrai que nous sommes à Brest, donc au fin fond de la Bretagne, un lieu qui n'est pas un lieu de passage, mais un lieu d'échouage, on s'échoue à Brest. Je sais pas si c'est très négatif. On va à Brest, mais on n'en revient pas forcément. S'il y en a qui veulent, on peut aussi faire à distance avec quelques personnes aussi, s'il y en a qui seront intéressés pour débattre. Voilà, je crois que... Si vous voulez venir boire une bière sur le port de Brest, évidemment. Mieux aussi, hein. Ça peut être très très bien, évidemment aussi. Le micro au milieu de la table, et puis... Donne des magiciens brestois, donc on ne connaît pas forcément, parce qu'on n'est pas beaucoup sur Brest, je pense. Mais il y a quelques magiciens, il faudrait qu'on voit, peut-être que Fanche serait intéressé. Oui. Il y aura peut-être des choses à dire. Je pense qu'il y a des choses à dire. C'est ouvert, en tout cas, comme Voilà. podcast. C'était l'idée de lancer quelque chose de nouveau, dites-nous. Hein. En tout cas, on espère que ça vous aura plu, dans tous les cas. Et puis, on se dit à très bientôt pour un deuxième épisode. Alors, je sais pas si on révèle le thème qu'on a, mais on n'était pas encore sûr à 100%. Non, on verra peut-être selon les réactions. Peut-être qu'il y aura peut-être des idées. S'ils ont des idées, n'hésitez pas. Tout à fait. Mais sinon, on a des thèmes sous le coude, on va le garder sous le coude. Mais ouais, n'hésitez pas, c'est vrai qu'à proposer des thématiques. Oui, on garde le secret pour rester pile dans la... En tout cas, merci à tous. Merci Beven. Merci à toi, Robin. Ce fut un plaisir. C'était top. Et puis à très bientôt. Des bisous. Allez, cadeau. Salut.